One Piece récapitulatif numéro 7, Locktown. Après avoir terrassé les hommes poissons à Arlong Park, les Mugiwara se rendent à la dernière île d'East Blue avant l'entrée de Grand Line. C'est sur cette île qu'on trouve Locktown, la ville qui a vu à la fois la naissance et l'exécution de Gold Roger, le fameux roi des pirates. Cette ville, beaucoup plus peuplée que les précédentes qu'ont visité les Mugiwara, est l'occasion idéale pour eux de faire leurs derniers préparatifs avant leur long voyage sur Grand Line. Une fois débarqués, ils décident donc de se séparer. Zoro cherche une armurerie pour remplacer les 2 sabres que Mihawk lui avait brisés sur le baratier. Mais en chemin, il tombe sur un affrontement entre des pirates et une jeune sabreuse de la marine, la sergent-chef Tashigi. Elle bat très facilement les pirates, mais Zoro remarque qu'elle ressemble énormément à Kuina, son amie d'enfance décédée. Pendant ce temps-là, Luffy est arrivé sur la place centrale de la ville. Il tenait à tout prix à s'y rendre avant de partir pour Grand Line, afin de voir l'échafaud sur lequel a été exécuté Gold Roger, 22 ans auparavant. Revenons à Zoro. Il a trouvé l'armurerie qu'il lui fallait, mais malheureusement, il ne possède pas assez d'argent pour s'offrir 2 lames dignes de ce nom. L'armurier remarque alors le Wado Ichimonji à la ceinture de Zoro. Identifiant très vite la grande rareté du sabre, il tente de le racheter à un prix bien en dessous de sa valeur, et propose à Zoro d'acheter ensuite 3 sabres corrects avec la vente du Wado Ichimonji. Bien que Zoro ne connaisse pas la valeur de son sabre, il refuse de lui vendre. Il a bien raison, car c'est à ce moment-là que Tashigi rentre dans l'armurerie et lui révèle la rareté de son sabre. En effet, elle passait par là pour récupérer son sabre Shigure qu'elle avait donné à Aiguise, et elle en profite donc pour expliquer à Zoro que les sabres les plus rares sont classés en 3 catégories. Les 12 meilleurs sabres, les 21 grands sabres et les 50 sabres de qualité supérieure. Le Wado Ichimonji s'avère être de la 2e catégorie. Énervé que son arnaque soit tombée à l'eau, l'armurier indique à Zoro où se trouvent les sabres les moins chers, en lui demandant de se dépêcher de choisir ou le laisser tranquille. Mais l'œil avisé de Tashigi remarque une lame de qualité parmi les moins chères en vente, le Sandai Kitetsu appartenant à la catégorie des 50 sabres de qualité supérieure. Elle s'étonne alors qu'il soit parmi les moins chers, mais Zoro déclare qu'il est ensorcelé. L'armurier approuve. Les Kitetsu sont des sabres maudits, et leurs détenteurs sont tous morts dans d'étranges circonstances. Mais Zoro croit en sa bonne fortune, et tente alors un pari pour voir si celle-ci est plus forte que la malédiction. Il lance le sabre en l'air, et place son bras en dessous à l'horizontale. En retombant, le Kitetsu évite parfaitement son bras. Tashigi et l'armurier sont alors stupéfaits. Mais ce dernier, devant cette démonstration de courage de Zoro, décide de lui donner gratuitement le Kitetsu, en plus de sa meilleure lame, Yabishiri, elle aussi de la catégorie des 50 sabres de qualité supérieure. Zoro repart donc de l'armerie avec 3 sabres d'exception à la ceinture, et ses maigres économies toujours dans la poche. Pendant ce temps-là, Sanji a acheté des vivres pour tenir plusieurs jours, tandis qu'Usopp s'est refait un stock de projectiles pour son lance-pierre. Nami, elle, est partie s'acheter des vêtements, mais elle s'inquiète de la chute de pression atmosphérique et de température qui annonce une tempête. Sur la grande place, Luffy est monté sur l'échafaud pour voir ce qu'a vu Gold Roger au moment de sa mort. C'est alors que des invités surprises font leur apparition, la bande de Baggy et Alvida. Cette dernière était l'ideuse pirate que Luffy avait vaincue au tout début de son voyage, mais celle-ci a depuis mangé le fruit du glisse-glisse, qui l'a métamorphosée et lui permet de rendre sa peau tellement glissante qu'elle ne peut même pas être touchée. Ces 2 anciens antagonistes se sont associés pour retrouver Luffy et se venger. Kabaji parvient alors à surprendre Luffy et l'immobilise. Mais entre-temps, les marines ont identifié les pirates et se sont empressés d'encercler discrètement la place, selon les ordres de leur colonel Smoker, accompagné par Tashigi. Dans une rue donnant sur la place, les 4 autres Mugiwara se sont retrouvés et aperçoivent Luffy en difficulté sur l'échafaud. Zoro et Sanji se précipitent pour le secourir, mais Nami les prévient qu'une violente tempête s'apprête à éclater, et prend Usopp avec elle pour retourner au Going Merry afin d'être prêt à partir dès leur retour. Sur la place, Baggy s'apprête à décapiter Luffy, et Smoker demande alors à ses hommes d'attendre son exécution, avant de s'attaquer à Baggy et Alvida, afin d'être sûr de se débarrasser des 3 pirates. Zoro et Sanji pénètrent alors sur la place, mais il est déjà trop tard. Baggy abat sa lame sur la nuque de Luffy, et soudain, un énorme éclair s'abat sur lui, enflammant l'échafaud et libérant Luffy. Alors que la tempête fait rage, tout le monde reste bouche bée, et Luffy, Zoro et Sanji en profitent pour fuir la place. Smoker s'apprête à les poursuivre, mais il se rend alors compte que la tempête surprise favorise très largement la fuite des Mugiwara. En effet, l'orage qui a sauvé Luffy a également provoqué une forte pluie qui a mouillé la poudre à canon des marines qui encerclaient la place, ainsi que des vents violents favorisant un départ en mer. Alvida et Baggy, quant à eux, partent à la poursuite des Mugiwara, avec des moyens de transport assez originaux, grâce au pouvoir de leur fruit du démon. Mais ils ne vont pas bien loin, car le colonel Smoker les capture facilement, lui aussi grâce à son pouvoir. En effet, le colonel Smoker a mangé un fruit rare, le Logia du fumigène qui lui permet de transformer son corps en fumée. Il laisse alors ses hommes les emprisonner et part à la poursuite des Mugiwara. Sur la côte de l'île, la tempête a eu un autre effet favorable pour les Mugiwara. La pluie a trempé le bois du Going Merry, empêchant ainsi à Moji de mettre le feu à notre bateau préféré, comme le lui avait demandé Baggy. Usopp et Nami arrivent ainsi à temps et maîtrisent le dresseur de fauves. Dans les rues de la ville, Tashigi a rattrapé les Mugiwara et tente de les arrêter. Zoro décide de s'en charger seul, tandis que Luffy et Sanji poursuivent leur route. Bien qu'elle soit une excellente sabreuse, Zoro parvient assez facilement à remporter le duel. Il repart alors en direction du Going Merry.
Devant lui, le colonel Smoker a pris un raccourci et intercepte Luffy et Sanji. Les deux pirates décident de le combattre, mais le marine parvient facilement à les vaincre, notamment grâce au fait que les jeunes hommes n'aient jamais affronté de Logia et se laissent ainsi avoir par la dématérialisation du corps de Smoker. Celui-ci s'apprête alors à capturer Luffy, mais un mystérieux personnage nommé Dragon intervient et arrête le colonel. Une rafale de vent repousse au même moment les marines qui arrivaient et les Mugiwara parviennent ainsi à s'enfuir. L'équipage parvient ainsi à prendre rapidement le large, part en direction de Reverse Mountain, le point d'entrée de Grand Line. Le colonel Smoker, n'ayant encore jamais laissé un pirate s'échapper, décide de les poursuivre sur la route de tous les périls, bien qu'il soit assigné à la surveillance de Lockton par ses supérieurs. C'est également la décision de Baggy et Alvida qui ont réussi à s'échapper. Les antagonistes les plus marquants de cet arc sont ceux de la marine, le colonel Smoker et le sergent-chef Tashigi. Le premier est également surnommé le chasseur blanc, puisqu'il est réputé pour traquer et systématiquement capturer les pirates. Pour cela, il peut compter sur 3 choses. La première est son fruit du démon de type Logia, qui lui donne le pouvoir de se transformer en fumée, lui permettant ainsi de capturer facilement ses adversaires et le rendant intouchable à moins d'utiliser du haki, de l'eau de mer ou du granit marin. Ce dernier élément est également sa deuxième arme. Il possède en effet une gîte en granit marin, lui permettant d'avoir l'avantage sur les utilisateurs de fruits du démon. Nous aurons l'occasion de le voir la manier lors de ses prochaines apparitions. Enfin, il peut compter sur sa sergent-chef Tashigi. En effet, cette jeune femme, bien que très maladroite, est particulièrement redoutable lorsqu'il s'agit d'un combat au sabre. Ces deux-là, certainement les deux éléments les plus forts de la marine dans East Blue, étaient en charge de faire régner l'ordre sur Lockton. Ne pouvant accepter que des pirates leur filent entre les doigts, ils ont décidé de les poursuivre sur Grand Line. Nous n'avons donc pas fini de les revoir, et ce, dès la prochaine saga. Baggy et Alvida signent leur premier grand retour à Lockton, et, bien que toujours aussi ridicules, ils se sont associés et sont presque parvenus à leur but, tuer Luffy. Mais ce nouvel échec ne va pas les arrêter pour autant, et ils poursuivront à nouveau les Mugiwara. Nous aurons ainsi l'occasion de le retrouver plus tard dans leurs péripéties toujours autant grandiloquentes. Et si Luffy a réussi à fuir Baggy puis Smoker, ce n'est probablement pas un hasard. Et l'homme derrière tout ça est sûrement le très mystérieux Dragon. En effet, à ce moment-là de l'histoire, on ne connaît que son prénom et son visage. La raison de sa présence, son histoire et sa force restent un mystère. Cependant, l'auteur semble nous pousser à croire qu'il est à l'origine de la tempête providentielle qui a sauvé Luffy par 2 fois. Mais malgré ça, ni Luffy ni Sanji ne semblent le reconnaître. En revanche, c'est le cas pour le colonel Smoker. Et, bien que sa réaction en elle-même ne nous indique rien sur ce personnage, on peut se dire que si Dragon est connu d'un colonel de la marine, ce n'est peut-être pas pour rien. Enfin, attardons-nous sur les différents sabres. Effectivement, Tashigi explique qu'il y a 3 types de lames. La catégorie des 12 meilleurs sabres, aussi appelée Saijo o Wasamono. Ces sabres sont d'une qualité et d'une rareté inestimables. On apprendra plus tard que la lame de Mihawk, qui a notamment découpé l'énorme galion de Don Krieg, fait partie de cette catégorie. On retrouve ensuite les 21 grands sabres, également appelés O Wasamono, parmi lesquels on peut notamment compter le Wado Ishimonji que Kuina a légué à Zoro. Il est ainsi le meilleur sabre de Zoro, puisque ces 2 autres, le Yabishiri et le Sandai Kitetsu, font partie du 3e type de lame renommée, les Ryo Wasamono, plus communément appelés les 50 sabres de qualité supérieure. Le sabre Shigure de Tashigi fait également partie de cette catégorie. Les sabres sont donc un moyen de power-up pour Zoro, puisqu'en acquérant ces lames renommées, ses techniques deviennent plus destructrices, et il aura donc l'occasion de mettre la main sur de nouvelles lames qui lui permettra de se renforcer encore. Et, au vu de la différence de traitement d'Oda entre le Yabishiri et le Sandai Kitetsu, on peut deviner quelle lame Zoro sera amené à changer en premier. En effet, le Yabishiri, bien que très rare, semble assez anodin à côté du maudit Sandai Kitetsu. D'ailleurs, Tashigi a également expliqué qu'il est en fait le 3e d'une lignée de 3 sabres. Le premier est nommé Shodai Kitetsu et le 2e Nidai Kitetsu, faisant respectivement partie de la catégorie des Saijo Owasamono et des O Wasamono. Et croyez-moi, si l'auteur nous parle d'une fratrie de 3 sabres maudits, dont un qui est déjà en possession de Zoro, ce n'est pas pour rien. La première chose intrigante dans cet arc l'est également pour Zoro. En effet, il constate plusieurs fois que Tashigi ressemble à son ami d'enfance Kuina. La première fois, c'est lorsqu'elle bat très facilement des pirates lambda. Suite à ça, Zoro se fait 2 fois la remarque qu'elle a les mêmes traits que son ami décédé. Également qu'elle est, elle aussi, très talentueuse sabre en main. Ensuite, lorsqu'il la bat alors qu'il s'enfuit avec Luffy et Sanji, celle-ci lui demande pourquoi il ne la tue pas. Il lui parle alors de la ressemblance avec son ami d'enfance décédé. Mais elle s'emporte et lui demande si la vraie raison n'est pas parce qu'elle est une femme, déclarant ensuite qu'elle aurait préféré être un homme. Zoro se fait alors la remarque que Kuina tenait le même genre de discours. D'ailleurs, cette réflexion dure toute une page. On est donc obligé de s'interroger. Pourquoi Eiichiro Oda veut à tout prix nous montrer la ressemblance entre Tashigi et Kuina? Kuina a beau avoir une mort très mystérieuse, il paraît impossible qu'elle soit une seule et même personne, surtout que Tashigi ne reconnaît pas Zoro, et qu'elle ne semble pas non plus connaître Kuina. Pour expliquer cela, plusieurs théories avancent un lien familial entre la sergent-chef et l'ami d'enfance de Zoro. Mais une question reste toujours en suspens. Quel est l'intérêt d'un lien familial entre Tashigi et Kuina pour l'œuvre? De plus, Zoro et Tashigi se recroiseront à plusieurs occasions, mais la ressemblance avec Kuina ne sera plus évoquée, on peut donc se demander si Oda a laissé tomber ce début d'intrigue
ou si nous aurons la réponse à tous ces mystères plus tard, peut-être lorsqu'Oda reviendra sur les origines de Zoro. Lors de cet arc, Luffy est passé très proche de mourir, mais malheureusement pour lui, ce n'est pas la dernière fois que ça arrivera. Ce qui interpelle en revanche dans cette scène mythique de l'exécution, c'est la réaction de Luffy avant que Baggy tente de le décapiter. En effet, lorsque Baggy lui demande de prononcer ses derniers mots, Luffy déclare devant la foule ébahie qu'il va devenir le roi des pirates. Puis, lorsque Baggy abat sa lame sur sa nuque, il s'excuse auprès de Zoro et Sanji, et sourit. Il sera finalement sauvé par l'éclair, mais Smoker, qui a tout vu, fait alors la remarque que la seule personne qu'il a vu sourire au moment de mourir n'était ni plus ni moins que Gold Roger, le roi des pirates. Coïncidence? Je ne crois pas. Et ce parallèle ne fait que commencer, et pose ainsi les premières pierres de la très importante notion de volonté dans One Piece. Enfin, Oda a glissé un subtil mais indéniable foreshadowing dans cet arc, ce personnage qui apparaît dans ces deux petites cases. Un foreshadowing, si vous n'êtes pas allé voir ma vidéo One Piece Recap numéro 0, c'est un petit détail qui annonce l'arrivée d'un événement plus tard dans l'œuvre, mais, et c'est là toute la subtilité, il ne peut être remarqué qu'à la relecture, une fois que nous avons découvert l'événement en question. On peut ainsi apercevoir un personnage qui ressort des autres civils par ses habits noirs. Bon, je suis d'accord avec vous, c'est surtout dans la première case qu'on le remarque. Mais quoi qu'il en soit, gardez bien cet accoutrement en tête. Dans 600 chapitres, un événement lié à un personnage majeur se déroulera, et vous crierez alors « Mais saperlipopette, Oda est un génie !» Plus sérieusement, ce qui est incroyable, c'est que ce foreshadowing, même si je vous en parle maintenant, ne vous spoilera pas, car jusqu'à ce fameux événement, vous ne comprendrez ni que ce personnage était présent à Lockton, ni que l'événement en question va se produire. Ce n'est pas le seul foreshadowing de l'œuvre, mais certains font moins l'unanimité que d'autres, et c'est donc la raison pour laquelle je ne parlerai que de celui-là, et si vous cherchez bien, je suis sûr que vous en trouverez d'autres. La prochaine vidéo aura un format spécial, puisqu'on profitera que l'arc Lockton soit le dernier arc de la saga East Blue pour prendre du recul sur celle-ci et revenir sur les intrigues qui continueront à se développer dans les prochaines sagas. En tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur l'arc Lockton. N'hésite pas à donner ton propre avis sur les questionnements en commentaire, mais, comme d'habitude, si tu connais déjà la suite de l'histoire, ne la spoile pas aux autres viewers.